Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actualité de la semaine. Et on commence avec ce rassemblement des agriculteurs devant la direction départementale des territoires et de la mer à La Roche-sur-Yon. C'était ce mercredi, une mobilisation à l'appel de la FDSEA et des jeunes agriculteurs vendéens contre le trop grand nombre de normes qui leur sont imposées. Ils réclamaient également l'accélération de la simplification administrative de leur profession. Objectif, passer plus de temps dans leur champ que devant leur ordinateur. Ils sont près d'une centaine d'agriculteurs vendéens à s'être rassemblés ce matin pour dire stop aux normes administratives qui viennent étouffer leur quotidien. Il faut être au moins une heure et demie par jour au moins, à faire des papiers des fois qui servent strictement à rien, pour des normes qu'on ne comprend même pas à force. Donc ça devient très pénible. Un sentiment partagé par bon nombre d'agriculteurs qui souhaiteraient pouvoir passer plus de temps dans leurs champs ou auprès des bêtes. C'est à peu près 3 à 4 jours par mois d'administration obligatoire pour chaque agriculteur, en dehors de la comptabilité en plus. Donc vous comprenez que l'enregistrement permanent de l'ensemble de nos pratiques, parce que juste le rappel aux concitoyens, c'est qu'aujourd'hui quand on rentre un tracteur dans un champ, il faut automatiquement le marquer quelque part, en fonction de qu'est-ce qu'on fait, comment on l'a fait, avec quelles conditions, avec quelles semences, avec quels produits, avec quelle quantité. Et tout ça, c'est le journalier. Donc, c'est des choses qui s'empilent en permanence. Et chaque année, on nous en rajoute avec de la complexité, de normes qui changent. Les agriculteurs ont donc choisi de se rassembler devant la direction départementale des territoires et de la mer, principal corps de contrôle de leur activité, pour tirer la sonnette d'alarme et réduire les contraintes qui leur sont imposées. Les saisons, c'est pas il fait beau en été et il pleut en hiver, quoi. Il y a des périodes de pluie, des périodes de mauvais temps. On ne fait pas toujours ce qu'on veut par rapport à la météo. Donc voilà, nous, notre métier, il n'est pas régi par des dates. C'est pas possible. La nature, elle dit pas à telle date, les sols ils seront portants pour semer ou pour répandre des effluents. Mais ça, c'est des obligations qu'on a et en fait qui sont complètement aberrantes par rapport à ce qu'on peut faire chez nous, quoi. Une fois cette parenthèse sur les normes terminée, c'est un nouvel acte de la mobilisation qui devrait s'ouvrir très prochainement. Cette fois-ci, il sera question des revenus et de la loi Egalim. Et ces mobilisations succèdent à celles qui ont eu lieu la semaine dernière contre le projet d'accord commercial avec le Mercosur, qui signerait selon les agriculteurs l'arrivée d'une concurrence déloyale sur le territoire. Retour également sur cette annonce de la présidente de la région des Pays de la Loire, Christelle Morancé, qui souhaite vouloir réaliser 100 millions d'euros d'économies sur le budget 2025, bien au-delà des 40 millions demandés par l'État. Des économies réalisées notamment dans le domaine de la culture, avec des réductions drastiques de subventions pour plusieurs structures. À titre d'exemple, l'aide accordée au théâtre Le Grand Air à La Roche-sur-Yon serait diminuée de 150 000 euros, près de 50 000 euros pour la salle de spectacle du KM. Environ 3000 acteurs de la culture étaient donc réunis à Nantes ce lundi matin pour protester contre ces coupes budgétaires. Une énorme colère, mais aussi un énorme ahurissement face à ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau des arrêts des subventions au niveau de la culture, mais pas que de la culture, sur la région des Pays de la Loire. Je pense qu'on est tous impactés dans nos missions, mais aussi parce qu'on fréquente des artistes, on fréquente aussi des associations comme le CIDFF qui vont être impactées, avec qui je travaille régulièrement. Et c'est pourquoi j'ai trouvé nécessaire d'être là ce matin. Et suite à cette annonce de la présidente de la région, les contestations, notamment dans les secteurs culturels et associatifs, sont de plus en plus fortes. C'est pourquoi la rencontre avec les maires de Vendée, prévue ce mardi au Puy du Fou, a été annulée. Même chose pour celle prévue avec les maires de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire, une annulation qui a fait réagir les élus locaux. On a reçu différents mails nous informant de l'annulation de cette réunion. Ça nous semblait quelque part dans la droite ligne de ce qui avait pu se passer avec nos collègues du 44, puisque eux-mêmes avaient été leur réunion annulée juste avant. C'est toujours dommage, évidemment, que, en tout cas, l'annulation se fasse pour des questions de tension, de manifestation, d'incompréhension, parce qu'une nouvelle fois, c'est plutôt dans le dialogue qu'on arrive à avancer, à travailler tous ensemble, qu'en manifestant ou en mettant de la pression. Christelle Morancé a donc annoncé aux maires qu'elle ne pouvait pas les recevoir dans un climat de sérénité nécessaire à ces moments d'échange. Ils devraient donc être reportés au mois de janvier. Peut-être un peu de fatalité, mais beaucoup de lucidité,
que ce moment-là, il est reporté. Chacun travaille déjà à la préparation de ses budgets de l'année prochaine. On sait que ce ne sera pas simple, donc on est plutôt au travail. Le contexte est particulier parce que les collectivités vont subir des baisses de dotation de l'État, la région et le département également. Il faut qu'on puisse travailler dans la sérénité. Et qui dit sérénité dit aussi calme. Donc il faut que les conditions soient réunies. L'actualité en Vendée cette semaine, c'est également cet incendie qui a frappé le site de Charpentier TP à Loie dans la nuit de dimanche à lundi. Le feu s'est déclaré dans la cour de cette entreprise de travaux publics avant de se propager à 8 engins et poids lourds. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés et dans un communiqué, le procureur de la République a confirmé 48 heures après que le portail de l'entreprise avait été forcé. L'incendie a été revendiqué par un collectif d'activistes opposés aux réserves de substitution, également appelé bassines. Il dénonce la participation de l'entreprise à des chantiers de méga-bassines. On s'intéresse maintenant aux ostréiculteurs. La période est capitale pour eux, car entre novembre et janvier, ils réalisent 60% de leur chiffre d'affaires annuel. L'an dernier, une partie de la profession avait été frappée par une interdiction de commercialisation en raison de la présence d'un norovirus. La question est maintenant de savoir si la confiance est toujours au rendez-vous chez les consommateurs. Élément de réponse avec ce reportage de Cyril Guillet. Ici, sur le marché de l'Aiguillon-la-Presqu'île, les huîtres trônent toujours en bonne place sur les étals. Et les clients achètent en toute confiance. Pour moi, je continue à en manger sans aucun souci. Aucun problème, parce que s'ils les vendent, c'est que c'est bon. On a confiance. Ils font attention aux régions. On voit bien sur la vente qu'on en vend plus qu'au départ. Il faut savoir que depuis la contamination au norovirus de certaines huîtres qui avaient engendré leur interdiction à la vente, de nombreuses actions ont été menées et ce, à différents niveaux. Le premier niveau, c'est la prise de conscience de la part des collectivités sur la nécessité de mettre aux normes le réseau d'eau, l'assainissement. Voilà, mais ça prend du temps. Le second volet mis en place, il est en partenariat avec les services d'État, notamment sur la traçabilité et les raisons sanitaires qui peuvent être développées. On a mis en place un indicateur qui permet de pouvoir suivre et anticiper les potentielles crises sanitaires au niveau de l'eau. C'est une expérimentation qui va durer à peu près sur 2 ans, pendant laquelle on va récupérer de la donnée qui permettra après de fiabiliser un nouveau protocole sanitaire et de pouvoir adapter les temps de purification au moment où potentiellement les eaux peuvent être polluées. Sur la baie de Bourgneuf, cette contamination a largement fragilisé ses producteurs. On peut estimer en gros un impact qui va de 35 à 50% en fonction des entreprises. On pourrait croire que ça a été un petit peu différent, sauf qu'il y a eu un été qui n'a pas été extraordinaire non plus. Et il n'y a pas eu d'indemnisation encore qui ont été faites, puisqu'on considère que le stock n'a pas été perdu, sauf que le stock il est déprécié. L'avantage que ça a, c'est que comme les huîtres sont restées un petit peu plus longtemps dans les bassins, c'est qu'on a eu cette année et qu'on a pour les fêtes des huîtres avec un taux de chair et d'une qualité franchement extraordinaire. Donc on mise aussi là-dessus. Une campagne de communication a même été lancée pour inviter les consommateurs à manger des huîtres différemment, notamment celles de plus gros calibre, en les cuisinant chaudes, en velouté, au barbecue ou bien encore en les gratinant. 1079 faits de violence conjugale ont été constatés par les forces de l'ordre en Vendée en 2023. Ce lundi était marqué par la Journée internationale de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, jour choisi par la préfecture de Vendée pour annoncer le renforcement d'un plan déjà existant contre ces violences. Il doit permettre une meilleure prise en compte des dépôts de plaintes, mais aussi la formation des gendarmes, le développement des hébergements d'urgence ou encore la création d'une maison des femmes. Plus de précisions avec Louise Viadger. Parmi les annonces faites pour lutter contre les violences des femmes, il y a celle d'une maison des femmes. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Du coup, c'est un accueil pour les femmes qui sont victimes de violences, c'est ça ? Oui, alors l'objectif, c'est effectivement de créer un dispositif sanitaire dédié à la prise en charge des femmes victimes de violences sur le site du CHD, donc du Centre hospitalier départemental de Vendée. On va développer ce lieu dédié donc courant 2025 qui fonctionnera avec une équipe pluridisciplinaire dédiée, donc du temps médical, du temps de psychologue, d'infirmier ou sage-femme, du temps d'assistante sociale. L'objectif, c'est d'accueillir les femmes victimes de violences, de leur proposer une première évaluation de leur situation
Et sur la base de ce diagnostic, de leur proposer un accompagnement sanitaire. Puisque la spécificité de la Maison des Femmes, c'est vraiment d'aider les femmes dans leur parcours de santé. On travaillera bien sûr en étroite articulation avec un ensemble de partenaires, les forces de l'ordre, les autorités judiciaires, les associations, les collectivités territoriales. L'objectif étant vraiment d'articuler au mieux et de coordonner la prise en charge des femmes victimes de violences. L'un des objectifs aussi de ce lieu dédié, c'est de renforcer la formation des professionnels de santé au repérage des femmes victimes de violences et puis de faciliter aussi le dépôt de plainte pour les femmes victimes de violences, que ce soit donc au cours d'une hospitalisation dans nos locaux ou bien lorsqu'elles viendront directement nous consulter dans cet espace dédié. D'accord. Et donc vous l'avez dit, donc cette Maison des Femmes, l'objectif c'est qu'elle permette d'accueillir les femmes victimes de violences au second trimestre 2025. Partons désormais à la découverte de l'histoire vraie de Narcisse Pelletier. Ce Vendéen, né à Saint-Gilles en 1944, est engagé sur un navire en tant que mousse à l'âge de 12 ans. À la suite d'un naufrage, il est adopté par un clan aborigène et 17 ans plus tard, il est repatrié de force en Vendée. Dans une pièce de théâtre présentée cette semaine au Grand Air à La Roche-sur-Yon, le comédien Gérard Potier incarnait le personnage de Narcisse. Louise Viadger a pu assister à l'une des répétitions. Gérard Potier est seul sur scène, mais il incarne un personnage à l'identité double. Narcisse, né à Saint-Gilles, devient Amglo, un aborigène tatoué et scarifié. C'est ce déracinement qui intéresse le comédien. Il va être dans un échouage, un naufrage sur le bateau le Saint-Paul qu'il a pris à Marseille. Et puis ensuite, sauvetage, il va se débrouiller pour se caché dans une chaloupe avec les rescapés, et puis après il va être abandonné. Donc là il y a un premier déracinement, vous avez tout à fait raison, et il va rester vivre 17 ans chez les aborigènes, qu'on appellera au 19e siècle les sauvages, mais il va devenir un aborigène, et ensuite il va être ramené de force chez lui, alors que sa vraie famille est devenue la famille aborigène, la famille Oantala. Plonger dans la vie de Narcisse, c'est aussi entrer dans un univers sonore très travaillé. Par exemple, la mer est évoquée avec une brosse frottée sur un tambour. François Marillet utilise différents outils pour faire voyager le spectateur. La percussion, elle a comme qualité de pouvoir sculpter le temps et l'espace. Voilà, on a un plateau qui est nu, il n'y a pas d'éléments de décor. Et puis elle emmène tout de suite aussi vers des imaginaires qui sont extérieurs, enfin extra-européens. Donc il y a des choses un peu asiatiques, il y a des percussions qui viennent d'Afrique. Mais voilà, j'ai pas cherché non plus à... Puisque l'histoire se passe en Australie, je n'ai pas cherché à reconstituer une musique traditionnelle, aborigène. Mais l'idée, c'est de faire voyager, vraiment. Après Saint-Gilles, la pièce s'est jouée à Pouzauges dans le cadre du Festival des Solidarités, dont le thème est environnement et droits des peuples. L'histoire de Narcisse peut alors avoir un deuxième niveau de lecture beaucoup plus politique. Cette idée-là d'identité dans les deux sens, le Français qui s'en va sur cette île sauvage, le migrant qui part de là-bas pour venir chez nous et qu'on renvoie, comme que ça s'est passé pour Amglo, nous a semblé un thème très passionnant. Amglo, la vie de Narcisse Pelletier, sera aussi jouée au Grand Air de La Roche-sur-Yon et au théâtre du Casino de l'Île-Dieu. Comme chaque année depuis près de 30 ans, la magie de Noël s'installe dans plusieurs sites départementaux ouverts au public, au programme des marchés, des spectacles ou encore des contes, le tout dans des décors féeriques créés pour l'occasion. Les festivités débutent dès ce week-end à l'abbaye de Maillezais et au château de Tiffauges. Des nouveautés à prévoir au logis de la Chaboterie à partir du 13 décembre avec des expositions sur les Noëls des terroirs et des régions de France, ainsi qu'un spectacle immersif. Du côté de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise, les visiteurs pourront participer à une enquête pour savoir qui a volé les cloches de Noël. Noël, c'est une fête importante, une fête familiale, une fête populaire. Et puis, le succès est au rendez-vous. On a accueilli 80 000 personnes l'an dernier à Tiffauges, 40 000 à Maillezais, 25 000 à la Chaboterie. Donc maintenant, c'est à nous de gérer ce grand succès. Et donc, on fait en sorte qu'on facilite le déplacement, la logistique de visiteurs, avec l'accueil, les espaces de stationnement, pour qu'ils aient la meilleure expérience possible. C'est la fin de cet hebdo, retour de l'actualité vendéenne dès 7h lundi dans la matinale. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine.